Paumé et je vais laisser le soin à Marie-Pascale de présenter ses collaborateurs que vous voyez à l'écran. Alors, Marie-Pascale, elle est médecin de santé publique et professeure au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle est chercheure au Carrefour de l'innovation et elle est titulaire de la chaire en évaluation des technologies et des modalités de pointe et elle co-dirige le CEPPP, le Centre d'excellence en partenariat avec les patients et le public. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Marie-Pascale Paumé et je vous invite à tous et à chacune, si vous avez des questions et des commentaires, vous êtes invités à les consigner dans la petite bulle qui s'appelle Q&A, Question and Answer, Q&A, et il y aura une période qui sera consacrée aux échanges et aux réponses à vos questions. Marie-Pascale, à toi la parole. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lise, pour cette belle introduction. Donc, comme c'est un projet très participatif, j'ai décidé aujourd'hui qu'on ferait une présentation à 8 voix. Donc, j'ai la chance de pouvoir être très bien entourée et vous allez donc avoir la chance de pouvoir entendre d'autres perspectives sur ce projet qui s'appelle « De l'expérience patient au partenariat de soins, le patient accompagnateur en oncologie » ou encore le projet Parole Onco. Donc, c'est un projet qui est financé par les instituts de recherche en santé du Canada dans le cadre de leur programme d'amélioration des services de santé. Et pour cela, donc, il y a 3 personnes qui co-dirigent ce programme. Donc, en dehors de moi-même, j'ai la chance de travailler avec le docteur Michel Deguise du côté donc, des décideurs et avec Matho Desforges qui est aussi patiente co-chercheuse sur ce programme. Nous sommes 13 chercheurs venant d'horizons excessivement divers, que ce soit la gestion, l'éducation, la santé mentale, l'oncologie, la médecine de première ligne, le droit, l'éthique, la psychologie. Enfin, vous voyez, il faut vraiment une grosse équipe interdisciplinaire pour être capable de pouvoir mener un tel projet. Nous sommes aussi, il y a 5 coordonnatrices qui travaillent avec moi pour mener donc ces études de cas dans différents établissements au Québec et qui sont présentes aujourd'hui aussi. Alors, je vais revenir sur les grands objectifs de ce projet de recherche, donc qui s'appelle Parole Onco. Le premier, c'était vraiment de voir comment les établissements qui étaient intéressés à introduire des patients accompagnateurs, c'est-à-dire des patients qui ont déjà vécu un épisode en lien avec l'oncologie, qui permettrait de pouvoir être en accompagnement à des personnes qui débutent ou qui rentrent dans le système ou qui sont en cours de processus et de parcours de soins. Et on voulait donc voir quelles étaient les différentes étapes qui permettaient de construire un tel programme, de voir aussi les facteurs qui les favorisaient ou pas, les difficultés qu'on pouvait rencontrer pour les mettre en place, évaluer finalement aussi comment se font les interactions entre les patients accompagnateurs et les membres des équipes localement dans les différents sites, que ce soit avec les gestionnaires ou avec les cliniciens. Mieux prendre en considération les enjeux éthiques et juridiques de l'apparition de ces patients accompagnateurs dans les équipes de soins, c'est-à-dire de mieux comprendre finalement quels sont leurs rôles, les impacts aussi au niveau de leur statut juridique et ce que ça peut représenter pour les établissements. Et finalement, explorer les différentes dimensions qui seraient sensibles à leur intervention. Nous avons travaillé donc par phase dans les différents sites, que ce soit donc d'abord la préparation de l'établissement pour l'aider à mieux comprendre finalement dans quel parcours de soins on souhaitait introduire les patients accompagnateurs. Ensuite, ça a été de vraiment tester l'intervention, parce que vous pouvez imaginer que ça demande de mettre en relation à la fois les patients avec les patients accompagnateurs, mais les patients accompagnateurs aussi avec l'équipe. Donc, ça demandait quand même beaucoup d'interventions de différents protagonistes dans les établissements. Finalement, de déployer l'intervention en recrutant plus de patients accompagnateurs et nous sommes actuellement dans l'enjeu de la pérennisation puisque le projet de recherche va se finir dans quelques mois, financé par les instituts de recherche en santé du Canada, mais nous espérons bien sûr que les programmes de patients accompagnateurs vont continuer et continuer surtout dans plusieurs établissements. Donc aujourd'hui, nous allons plus particulièrement vous présenter les résultats au niveau du CHUM, du CHU de Québec et du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, sachant que 2 autres aussi établissements participent au programme, donc le CIS de la Gaspésie et le CIUS de la Mauricie, Centre du Québec. Donc, pour débuter, nous allons avoir la chance de parler avec Monica Iliescu-Nelea et Sylvie Desmarais qui vont nous présenter plus particulièrement comment ça se fait concrètement, finalement, d'introduire des patients accompagnateurs dans les établissements.
Merci beaucoup, Marie-Pascale. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter très brièvement le processus que nous avons développé depuis le tout début de la pandémie. En fait, vous allez voir, c'est très simple. En remettant aux patientes les dépliants parole en cours, les médecins et les infirmières leur proposent l'accompagnement par une patiente accompagnatrice. Seulement pour les patientes ayant accepté d'être contactées par une patiente accompagnatrice, nous recevrons les numéros de dossier et les initiales de la patiente. La prochaine étape consiste en fait à requérir dans le dossier électronico-ASIS de la patiente un minimum d'informations, informations qui servira, qui est nécessaire en fait à l'accompagnement. Ensuite, en raison d'une fois par semaine, les patientes accompagnatrices sont contactées en utilisant une plateforme sécurisée, la plateforme React. Ce premier contact est toujours réalisé dans un groupe dédié aux patientes accompagnatrices en cancer du sein. Dans ce groupe, nous partageons uniquement quelques informations sommaires sur les nouvelles patientes à accompagner. Toujours dans ce même groupe, le partage de nouvelles patientes en fonction du savoir expérientiel de la patiente accompagnatrice et bien sûr le moment sur la trajectoire de soins de la nouvelle patiente à accompagner sera réalisé. Et le choix final, patiente accompagnatrice, est ensuite transmis à la personne ressource de l'équipe de recherche. Donc, une fois le choix finalisé, la personne ressource prend contact avec la patiente accompagnatrice dans un message privé, cette fois-ci sur la même plateforme React. Dans ce message privé, la patiente accompagnatrice reçoit des informations un peu plus détaillées concernant la patiente qu'elle va accompagner. Donc, pour résumer, en quelques mots, ce processus implique la participation des équipes cliniques, un équilibre parfait ou presque entre le nombre de patientes accompagnatrices et le nombre de patientes à accompagner, une plateforme sécurisée pour préserver bien sûr la confidentialité des patientes et une personne ressource qui gère le tout. Je vais maintenant donner la parole à Madame Sylvie Desmarais, patiente accompagnatrice en cancer du sein. Alors, merci Monica. Je poursuis avec la procédure d'accompagnement des patientes que l'on fait au CHUM à titre de patiente accompagnatrice. Alors, l'intervention qu'on fait peut se faire par téléphone ou par visio via la plateforme React qui est utilisée au CHUM. Bien sûr, actuellement, en situation de COVID, je vous dirais que la majorité se fait là, par téléphone. Les patientes qui nous sont référées sont à différentes étapes de leur trajectoire et leurs questions et préoccupations sont souvent en fonction justement de à quelle étape elles sont rendues. Par exemple, la patiente qui vient de recevoir un diagnostic l'a parfois reçu par téléphone ou encore dans le bureau du médecin, mais ne pouvait pas être accompagnée. Tout comme la patiente qui débute une chimiothérapie n'a pas nécessairement eu accès à une séance d'information et donc leurs questions et leurs préoccupations sont souvent en fonction là, de ces situations-là. Alors, les patientes accompagnatrices sont très à l'écoute des besoins des patientes en fonction de leur trajectoire pour les rassurer, les soutenir dans la compréhension des informations reçues, les aider à poser des questions aussi à leur équipe de soins. Et dans la dernière année, nous avons mis en place des rencontres hebdomadaires des patientes accompagnatrices avec des membres de l'équipe de recherche. Et parfois, des invités se joignent également, que ce soit des médecins, des infirmières, pour assurer la bonne marche du projet. Et je reviendrai plus tard à vous parler un peu des communautés de pratique qui ont été mises en place. Maintenant, une fois qu'on a établi un premier contact avec une patiente, on évalue aussi s'il y a des besoins particuliers. Et à ce moment-là, la patiente accompagnatrice va s'assurer de faire le lien avec la personne responsable de l'équipe de recherche, en l'occurrence Monica, qui, elle, verra à communiquer avec l'infirmière pivot, l'infirmière ressource,
pour faire le lien s'il y a un suivi qui doit être fait par l'équipe de soins, par exemple, par une patiente qui démontrerait une détresse psychologique particulière ou qui aurait besoin d'être vue par le médecin. Alors, lorsqu'il y a des besoins particuliers, il y a un lien qui est fait là, avec l'équipe de soins. S'il n'y a pas de besoin particulier, et bien sûr, ce lien-là est toujours fait avec le consentement de la personne. On lui demande toujours si elle souhaite qu'on fasse le lien. Parfois, il n'y a vraiment pas besoin de besoin particulier. Et on fournit aux patientes une adresse courriel ou un numéro de téléphone où elles peuvent laisser un message aussi en disant qu'elles souhaitent à nouveau entrer en contact avec la patiente accompagnatrice. Alors, pour certaines patientes, parfois, un seul contact est suffisant, alors que pour d'autres patientes, elles souhaitent pouvoir reparler à une patiente accompagnatrice à d'autres moments de leur trajectoire de soins. Alors, voilà pour la procédure mise en place au CHUM. Un immense merci, Sylvie. Donc là, je vais inviter Claire Brousseau, qui est infirmière clinicienne en oncogénétique, et Madeleine Côté, qui est patiente accompagnatrice, coordonnatrice, de nous présenter comment se fait le recrutement, plus particulièrement donc, dans la clinique d'oncogénétique du CHU de Québec, Université Laval. Bonjour, moi c'est Claire Brousseau. En fait, je vais laisser le soin à Madeleine de faire la trajectoire, mais moi, dans un premier temps, je suis infirmière clinicienne et la clientèle principale qui entre chez nous, qui sont référées chez nous, sont principalement des femmes adultes ayant un cancer du sein, puis chez qui on soupçonne un risque de cancer héréditaire. On nous réfère aussi des hommes et des femmes atteints ou non, chez qui on a déjà identifié une mutation familiale qui augmente leur risque. La principale porte d'entrée pour nos patients à notre service, c'est les enseignements de groupe qui se font une fois par semaine pour un groupe d'environ 20 patients. Et puis, c'est donné par 2 infirmières. Notre patiente accompagnatrice, qui est Madeleine Côté, participe à tous nos enseignements de groupe et puis fait partie intégrante de l'équipe clinique chez nous qui est là dès le début du processus pour notre clientèle. Ce qui est intéressant, c'est que ça a permis des contacts qui sont solides et durables. Ça a créé des liens puis des échanges au niveau des connaissances et expériences. Ça a permis de développer des canaux de communication là, entre les différents intervenants et la patiente partenaire au grand bénéfice là, de notre clientèle. Notre clientèle, je pourrais dire aussi qu'elle a accès aux services de notre patiente partenaire à n'importe quel moment pendant leur démarche là, personnelle en oncogénétique. Maintenant, je vais laisser la parole à notre patiente partenaire qui est Madeleine Côté. À toi, Madeleine. Oh. Madeleine, si vous pouviez ouvrir votre micro, oui, vous êtes toujours assurée. Merci. Oui. Peut-être recommencer depuis le début. Oui, je reprends. Alors, les demandes viennent de plusieurs sources chez nous. On a une adresse courriel, on a une boîte vocale, ça peut venir des infirmières en oncogénétique, ça peut venir des médecins, mais la majorité des demandes proviennent via le docteur Chiquette. C'est la personne qui appelle tous les gens qui sont porteurs de mutations génétiques, qui ont un résultat positif, et elle leur offre de façon systématique le service d'une patiente accompagnatrice, et la majorité des gens acceptent, qu'ils soient atteints de cancer ou non, parce qu'on a aussi souvent des gens qui vont avoir souhaiter des opérations en prévention ou échanger au niveau du fait d'être porteuse d'une mutation génétique. Alors, le premier appel que je fais, c'est en tant que coordonnatrice pour essayer de permettre un meilleur jumelage. Alors, c'est soit Alexandrine, qui est l'autre patiente accompagnatrice, ou moi, qui va faire les accompagnements. Et quand il y a des demandes un petit peu plus pointues, disons une reconstruction par tram ou par DIEP, que nous, on ne peut pas répondre parce que ce n'est pas ce qu'on a eu, on fait affaire avec la Fondation québécoise du cancer, qui est un partenaire privilégié pour nous autres, qui ont une banque de patientes partenaires importante aussi et qui peuvent répondre à des besoins comme ça plus particuliers. Suite à l'accompagnement, on remplit un journal de bord et on fait aussi une note au dossier. Ça, on est très contente de ça. Il y a un formulaire qui a été préparé spécialement pour nous, les patientes partenaires, et qui laisse une trace au dossier.
On pense que c'est une belle reconnaissance de notre apport en tant que patiente accompagnatrice et ça permet une belle circulation d'informations pour soutenir nos patientes accompagnées. Alors, c'est Carmen, qui est notre agente administrative, qui est la courroie de transmission, qui va envoyer les demandes du Dr Chiquette et qui va aussi nous envoyer les formulaires pour la note au dossier et qui va les classer par la suite. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs personnes dans l'équipe. Tout le monde est aussi important. Je sens que je fais vraiment partie prenante de cette équipe-là. Les couloirs de communication sont nombreux, sont efficaces. Josée et Claire sont disponibles à moi tous les mardis matins. Ça, c'est très apprécié. Je peux leur poser mes questions. Avec le Dr Chiquette aussi, je suis très à l'aise. Et encore ce matin, je lui relayais une question, Dr Chiquette, suite à un accompagnement là, que j'avais fait hier. Donc, ça fonctionne super bien. Voilà. Merci. Un immense merci. Hein, c'est vraiment très clair et on voit bien la manière dont tu travailles avec l'ensemble de... Oh. Ton micro est coupé, Marie-Pascale. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va rentrer justement dans un exemple excessivement précis de la manière dont un médecin, donc ici c'est le docteur Israël Fortin, qui est radio-oncologue donc au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, travaille de concert avec Ginette Bourbonnais, qui est patiente accompagnatrice donc, dans cet établissement. Donc, je vais les laisser vous expliquer comment ils travaillent au quotidien ensemble. Bonjour, merci Marie-Pascale pour l'invitation. Donc, nous, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on a eu la chance d'être la première équipe à intégrer les patientes accompagnatrices dans la trajectoire oncologique. Et puis, c'est sûr que pour ce faire, c'est très, très important d'avoir un engagement des équipes médicales. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir une grande ouverture de la part de nos chefs de département, chefs de service, mais également une ouverture au sein de nos médecins et de nos infirmiers et infirmières qui doivent être impliqués parce que la façon dont nous abordons, nous intégrons les patientes accompagnatrices, lorsque j'en parle à nos patients, je leur dis qu'ils font partie de notre équipe médicale. Donc, ça, c'est très important. Et l'offre de services actuellement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont se fait au niveau du cancer du sein, non seulement en radio-oncologie, mais au niveau de l'annonce du diagnostic au CRID, avec les chirurgiens et également en gynécologie. Puis on est fiers de pouvoir élargir le tout dans une trajectoire de chirurgie digestive et ORL très bientôt. Donc, comment ça fonctionne lorsque nous travaillons avec nos patientes accompagnatrices? C'est très important. Elles sont intégrées dans nos équipes. Et puis, c'est vraiment une relation bilatérale. Donc, nous offrons aux patientes de rencontrer de façon téléphonique, en temps de COVID, nos patientes accompagnatrices. Et lorsqu'elles acceptent, elles sont mises en contact avec elles et une intervention est réalisée. Et ce qui est important, c'est que les patientes accompagnatrices réalisent un journal de bord. Et ce journal de bord-là nous est acheminé par la suite et c'est la base des interactions qu'on fait. Donc, on a des discussions avec nos patientes accompagnatrices, nous contactent, nous les contactons et ça nous permet de façon hebdomadaire de pouvoir ajuster des petites choses dans la trajectoire oncologique de nos patientes. Et c'est très, très, très profitable pour nos patientes et pour nous également en tant que cliniciens. Donc, j'aimerais introduire Mme Ginette Bourbonnais, avec qui j'ai la chance de travailler, qui est patiente accompagnatrice, pour qu'elle nous parle de la vision de l'autre côté en tant que patiente accompagnatrice. Ginette, il faut que tu mettes ton micro. Bonjour, merci Israël, merci Marie-Pascale de l'invitation. Alors, Israël, d'abord, il faut le dire, Israël est un ambassadeur hors du commun. Alors, je pense qu'il est tellement convaincu qu'on le voit, on voit les résultats à Maisonneuve-Rosemont et bientôt, on espère effectivement que l'offre de patientes accompagnatrices s'élargisse à d'autres domaines. Évidemment qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le médecin, l'équipe médicale en général et le patient accompagnateur.
c'est vraiment la base de l'interaction qu'on peut avoir entre nous. Et c'est très important également qu'on ait une relation de confiance avec le patient qu'on accompagne, parce qu'on sert en quelque sorte de courroie de transmission et de facilitateur pour consolider la relation entre le patient et l'équipe traitante. En fait, notre rôle, c'est vraiment d'outiller le patient pour qu'il devienne un acteur engagé dans sa trajectoire de soins, au lieu d'être un acteur passif, qu'il devienne véritablement un partenaire et qu'il se responsabilise dans sa relation avec l'équipe soignante et dans sa façon de se familiariser avec les soins qu'il va devoir subir. Donc, on travaille à la fois pour et avec l'équipe soignante et pour et avec le patient. Puis on est comme, en fait, comme je le disais tout à l'heure, un peu la courroie de transmission. On voit que tous les efforts d'Israël et de toutes les équipes de Maisonneuve-Rosemont commencent à porter leurs fruits avec l'embauche toute récente d'une coordonnatrice. On espère bien que ça va pérenniser l'approche et donc c'est vraiment très porteur d'espoir. En fait, pour une patiente accompagnatrice comme moi, c'est vraiment, c'est très, très, très motivant d'être en quelque sorte partie prenante de cette évolution des soins. Et c'est peut-être même une petite révolution qu'on est en train de faire à petits pas. Alors, on sent qu'on fait une différence et pour le patient et pour l'amélioration continue des soins qui sont apportés aux personnes malades. Et enfin, je vous dirais que pour moi, bien, ça donne vraiment un sens très, très concret à l'épreuve que j'ai moi-même eu à vivre. Et puis, je pense que c'est la même chose pour toutes les patientes accompagnatrices. Ça donne un sens. Alors, voilà. Merci vraiment beaucoup. Ginette et Israël, là, c'était vraiment très concret. Et puis, on voit bien comment vous travaillez. Puis, ça fait vraiment un bel écho aussi à ce que Claire et Madeleine aussi nous ont présenté. Donc, vraiment, c'est très, très parlant. Moi, je vais vous présenter un peu des petits chiffres en parallèle avec ces beaux témoignages. Tout d'abord, il faut quand même le dire, nous avons pu vraiment nous introduire dans le brouhaha de la COVID-19 où finalement, beaucoup de personnes se retrouvaient quand même avec des soins où ce n'était pas toujours évident de pouvoir fournir l'information. Et donc, nous avons été un peu appelés à la rescousse pour faire en sorte que les patientes accompagnatrices soient encore plus présentes. Donc, vous voyez qu'à partir de février-mars 2020, il y a vraiment un décollage assez spectaculaire du nombre de personnes qui ont été accompagnées. Et actuellement, nous pouvons quand même nous targuer d'avoir plus de 350 patientes qui ont bénéficié d'une patiente accompagnatrice qui même représente 501 accompagnements. Au CHUM, on a à peu près 65% des patientes accompagnées qui sont d'accord pour accepter de participer aussi au projet de recherche, ce qui nous permet aussi de pouvoir documenter de façon plus précise notre intervention. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a évidemment surtout des femmes, puisque les établissements qu'on présente aujourd'hui ont surtout commencé par la trajectoire cancer du sein ou oncogénétique sein. Donc, c'est surtout entre 45 et 64 ans, ce qui évidemment représente assez bien les populations qui sont ciblées. Ensuite, nous avions travaillé avec Israël pour essayer de mieux comprendre aussi quels étaient les potentiels obstacles de la mise en place des patients accompagnateurs. Et vous voyez ici que ressortait relativement assez fortement la confusion des rôles. Puis on l'a vu vraiment tout au long du projet, c'est en 2019, mais en 2021, on est toujours effectivement à travailler sur bien déterminer quel est le rôle des patientes accompagnatrices versus des autres professionnels. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, je pense que ça commence à devenir relativement assez clair. Il y avait le manque d'espace physique qui avait été identifié, évidemment, quand les patientes sont présentes, et on sait que parfois, c'est quand même assez complexe de trouver des bureaux. Et finalement, la surcharge de travail ou le manque de temps qui était aussi ressorti.
Le moment de l'intervention, c'est ce qui est vraiment très, très, très fort là, dans ce que l'on a appris au cours de ces derniers mois, c'est que lorsqu'il y a des changements de traitement où la personne est confrontée à des nouvelles situations, c'est vraiment le moment où c'est le plus pertinent de faire introduire une patiente ou un patient accompagnateur. Vous voyez ici que c'était avant la chirurgie en particulier, ou évidemment le début d'une radiothérapie, ou l'annonce du diagnostic. Et pour les patients en oncogénétique, c'est au moment où les résultats arrivent ou avant la chirurgie préventive, où il y a beaucoup de questions qui remontent et c'est un moment assez privilégié de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a déjà vécu la même chose. Le type d'accompagnement, bien comme on vous le disait au début, on pensait au départ que les patientes accompagnatrices pourraient être présentes sur les lieux. Avec la Covid, ça a un peu changé nos plans, mais on se rend compte quand même qu'on est capable de pouvoir intervenir et de garder le lien avec l'équipe clinique. Et donc, dans 91%, ça a été fait par téléphone, mais on pense bien évidemment, quand on sera dans une nouvelle ère, que nous espérons prochaine, nous pourrons faire en sorte qu'il y ait à la fois du téléphone, éventuellement de la téléconsultation et aussi, bien sûr, de la présence sur site. Les thèmes qui sont abordés sont assez variables, donc à la fois des aspects cliniques, à la fois des conséquences sur la vie quotidienne et familiale, et finalement aussi sur les aspects organisationnels. Sur les aspects organisationnels, vous voyez ce qui ressort, c'est les patientes accompagnatrices, vraiment l'apport qu'elles peuvent avoir tout au long de la trajectoire. Ça, c'est très important. C'est une des grandes leçons de ce projet aussi. C'est la possibilité pour les patients de pouvoir anticiper les différentes choses qui vont se passer dans leur trajectoire, qui est excessivement anxiogène, et ça permet évidemment de calmer beaucoup l'anxiété, de pouvoir se projeter. Ensuite, c'est tout ce qui concerne évidemment le cancer lui-même. Elles ont beaucoup de questions, la gestion du stress et de l'inquiétude, et les stratégies aussi pour mieux vivre avec les traitements. Vous voyez ici aussi qu'on a des résultats assez spectaculaires puisque les patientes trouvent qu'elles ont beaucoup d'espace pour pouvoir échanger avec les patientes accompagnatrices. On a des taux de 94% de satisfaction ou encore de complémentarité des interventions avec les autres professionnels, pareil, 94%. Et finalement, que ces rencontres avaient bien répondu à leurs besoins, on est quand même à 88%. Ici, vous voyez un peu les sphères qui, d'après les patientes, ont été les plus importantes, qui ont été touchées par ces interactions. En particulier, ça leur a permis de mieux comprendre le vécu avec la maladie et ce qu'elles ressentaient et de finalement se dire qu'elles n'étaient pas toutes seules à vivre ces mêmes choses. Tout ce qui concernait aussi la qualité de leur vie. Donc, comment elles peuvent améliorer par certaines façons de mieux concevoir certaines activités et autres. Et les patientes ont beaucoup d'exemples à pouvoir leur donner. La connaissance, évidemment, des services et des associations qui peuvent aider. On est beaucoup en lien aussi avec toutes les associations en oncologie qui peuvent aussi faire le relais ou être complémentaires à ce qui existe aussi dans les établissements. Les relations, évidemment, avec l'équipe médicale, comme nous le signalait vraiment d'une façon assez évidente, nos 3 patientes accompagnatrices, comme quoi elles aident vraiment à habiliter les patientes à être encore plus partie prenante dans leurs soins. Et finalement, une meilleure compréhension de son parcours. Nous sommes actuellement en train de travailler sur des analyses où nous allons comparer les résultats des patientes accompagnées avec des patientes non accompagnées en fonction de leur capacité à faire face au cancer, à l'état émotionnel et à l'adhésion au traitement. Puis ça va être un rendez-vous qu'on vous donne dans quelques mois pour pouvoir vous les partager. Donc ici, bien sûr, il y a vraiment une volonté et un besoin des patientes que ce programme puisse continuer et nous espérons bien qu'un jour, ça pourra être reconnu dans le plan national de lutte contre le cancer au Québec comme étant vraiment essentiel pour faire en sorte que l'expérience des patientes soit la plus réussie possible, nonobstant la situation. Donc, le rôle, on a commencé déjà à pas mal en parler avec tout ce qui vous a été proposé jusqu'à présent, mais vous voyez bien qu'on peut vraiment regrouper le fait que les patientes accompagnatrices incarnent elles-mêmes la trajectoire de soins, donc ça permet vraiment de bien comprendre ce qui va se passer, de pouvoir les informer des différentes ressources disponibles, de détecter des états émotifs qui demanderaient le soutien d'autres professionnels de la santé. Elles font ça de façon absolument remarquable, de pouvoir mieux partager son expérience, donc tout ce qui est le volet éducation thérapeutique, comme nous l'a bien expliqué aussi Madeleine et Claire par l'intermédiaire des classes qu'elles co-animent. Et ça permet finalement de faire remonter auprès des professionnels une expérience assez unique, très particulière, puisque les patientes sont en confiance avec les patientes accompagnatrices et se permettent de dire des informations qu'elles ne partageraient nullement avec l'équipe clinique, ce qui permet ensuite de pouvoir avoir une rétroaction pour améliorer la qualité, non seulement des interactions au niveau individuel, mais aussi sur l'organisation des soins. Donc, c'est une source inestimable pour permettre d'améliorer ce que l'on fait.
Rapidement, nous avons travaillé sur les enjeux éthiques et juridiques. Je vais juste vous dire que nous avons travaillé beaucoup sur la formation. Nous sommes en train de travailler sur toutes les démarches d'assurabilité aussi des patientes accompagnatrices, qui n'est pas encore complètement claire, et le ministère a décidé de créer un groupe de travail à la suite de nos travaux là-dessus. Le statut aussi des PA, qui commence à devenir maintenant beaucoup plus clair, de consigner aussi les informations. Madeleine, par exemple, à Québec, a la possibilité d'avoir un formulaire qui lui est dédié et qui fait partie du dossier clinique maintenant. C'est de plus en plus de regarder aussi au niveau juridique l'encadrement pour savoir aussi s'il y a un problème au niveau du secret professionnel ou de dérapage, quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Donc là, grâce au travail que j'ai pu réaliser avec Maître Régis et avec aussi Isabelle Ganache, nous avons pu apporter des réponses et nous avons publié un rapport et aussi un article qui va sortir dans quelques jours. Comme beaucoup signalé aussi Israël, c'est une vraie révolution, hein, c'est un vrai changement de culture. Et donc, nous sommes beaucoup inspirés des travaux de Cotter pour voir à quel point, eh bien, ce n'était pas toujours évident, mais vous voyez que nous avons des réussites que nous pouvons partager qui va donner envie à d'autres de se lancer dans l'aventure. Donc là, je vais laisser la parole à Sylvie Desmarais qui peut vous expliquer les leçons que nous avons apprises au cours de cette dernière année. Alors, merci Marie-Pascale. À titre de patiente accompagnatrice au CHUM, alors on a vécu une année quand même très intense, je dirais, mais avec de belles réussites dans le cadre de ce projet-là. Bon, comme vous le savez, l'effet COVID a eu des impacts quand même importants pour les personnes apprenant qu'elles étaient atteintes de cancer, particulièrement les femmes au niveau du cancer du sein. Alors, la COVID a semé différentes inquiétudes par rapport à recevoir un diagnostic, par rapport à des suivis par téléphone, comme je le disais plus tôt, l'absence parfois de séances d'information, donc nourrir beaucoup d'inquiétudes. Mais ça a été l'occasion finalement pour les patientes accompagnatrices de vraiment jouer un rôle important pour soutenir ces femmes-là, pour pallier aux effets négatifs que pouvait avoir la COVID. Et vous l'avez vu tantôt, le nombre de patientes qui a été accompagnées a été vraiment en accroissement durant toute l'année. Et les patientes nous confirmaient comment ça les sécurisait finalement de pouvoir avoir des contacts avec nous et de pouvoir être rassurées à travers tout ça, même si c'était une année difficile, une année de pandémie qu'on vivait là, un peu tout le monde. Autre impact aussi dans la dernière année important, ça a été de créer ce qu'on appelle des communautés de pratique, que ce soit au CHUM ou que ce soit à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, des rencontres hebdomadaires ou bimensuelles, permettant aux patientes accompagnatrices aussi de partager leur vécu. Alors ça, pour nous, c'est très important de pouvoir se soutenir aussi entre nous, de partager les expériences qu'on vit dans l'accompagnement et parfois de se remettre en question, également de pouvoir s'assurer, dans le fond, que nos interventions sont toujours dans la bonne direction avec les patientes et de pouvoir maintenir aussi un bon équilibre comme patiente accompagnatrice, parce que parfois, il y a des patientes qui viennent nous rejoindre dans notre propre parcours de soins qu'on a pu vivre ou qu'on vit encore présentement. Alors, c'est important de prendre cette distance-là et de pouvoir partager avec d'autres patientes accompagnatrices. Et ces rencontres-là permettent aussi d'avoir des liens avec les équipes de soins, donc des rencontres qui, à l'occasion, sont invitées des membres des équipes de soins, que ce soit des médecins, des infirmières ou autres professionnels des établissements qui nous permettent de parler du projet aussi, mais de parler de notre rôle et de bien voir la complémentarité des rôles de chacun. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qui est personnellement très important comme patiente accompagnatrice de pouvoir se soutenir entre nous. Et ça met en relief également toute la diversité des expériences et des expertises aussi des patientes accompagnatrices. Et cette diversité-là nous est apparue de plus en plus importante également dans les interventions qu'on fait, c'est-à-dire d'avoir des parcours différents, des expériences de soins différentes aussi,
mais d'avoir aussi une diversité culturelle dans l'accompagnement qu'on peut faire. Au niveau des âges également, on voit de plus en plus de jeunes patientes atteintes de cancer du sein et elles ont parfois besoin aussi d'être entendues et de pouvoir discuter avec des femmes de leur âge également. Alors, cette reconnaissance-là de la complémentarité des expertises, mais aussi de la diversité des patientes accompagnatrices nous accompagne tout au long de l'année pour s'assurer de recruter là, des patientes accompagnatrices avec une grande diversité. À travers, je dirais qu'à travers le projet également, mais à travers tous les accompagnements qu'on fait, et lors de nos rencontres d'échange, on est toujours très, très soucieuse de l'éthique et de la confidentialité. Donc, toujours s'assurer de se remettre en question par rapport à ça. Marie-Pascale le mentionnait, que des travaux se poursuivent à cet effet-là, mais je peux vous partager que c'est le souci aussi constant des patientes accompagnatrices d'être bien guidées à cet effet-là et de pouvoir avoir des échanges pour en discuter entre nous également. Finalement, j'apporterai un petit éclairage sur le changement de culture qu'on parlait tantôt. D'un point de vue à titre de patiente accompagnatrice, c'est important de comment développer la confiance entre nous, patientes accompagnatrices, et avec les équipes de soins. Donc, vraiment d'aller vers la confiance et non pas vers la méfiance, d'assurer la concertation à travers et le partenariat et de pouvoir continuer à co-construire pour vraiment apporter ce changement de culture-là qui permet à la fois une éducation à la fois dans les milieux, mais à la fois aussi auprès des patients pour que toutes les patientes puissent vraiment profiter de décisions éclairées dans leur choix de traitement et dans leur trajectoire de soins. Alors, je te recède la parole, Marie-Pascale. Un grand merci. Moi, je vais passer très vite, mais on a eu aussi beaucoup de leçons apprises dans le domaine de la recherche, parce que mener un projet à ce niveau-là de recherche interventionnelle, c'est vraiment jamais simple, c'est jamais facile de savoir qui fait quoi, quelle est la responsabilité de la recherche versus la responsabilité des équipes, la responsabilité de la gestion, etc. Donc, nous avons beaucoup appris tous ensemble. C'est sûr que pour le côté recherche, pour avoir des résultats à nos sondages, nos questionnaires et autres, c'est pas toujours facile aussi d'avoir la participation des professionnels. Mais je pense que quand même, au bout du compte, on s'en est pas trop mal tiré. Et actuellement, nous vivons évidemment tous les enjeux de pérennisation que nous travaillons de façon très harmonieuse avec tous les établissements pour vraiment s'assurer que même si la recherche a beaucoup aidé pour mettre un peu d'huile dans l'engrenage au départ, les établissements après sont capables de pouvoir récupérer le bébé. Puis tu nous l'as très bien dit, hein, Ginette, il y a même eu la création d'un poste au CIUS de l'Est de Montréal pour vraiment coordonner l'ensemble des patients accompagnateurs pour l'oncologie. Alors évidemment, on ne pouvait pas parler de Parole Onco sans donner la parole évidemment aux principaux intéressés, en particulier à Carole, donc qui très gentiment a bien voulu accepter de faire un témoignage pour nous aujourd'hui. Et merci encore vraiment du fond du cœur, Carole, d'avoir accepté. Et je vais donc lui laisser le mot de la fin pour nous expliquer un peu comment elle vit, comment elle a vécu aussi cet accompagnement. Est-ce que Carole, tu as ton son? Je n'entends pas, Carole, ton micro est coupé. Oui, le micro est fermé. Bonjour, bonjour, merci de me recevoir parmi vous aujourd'hui. Le 13 novembre 2019, je suis diagnostiquée avec un cancer du sein et ganglion stade 3. Je suis chanceuse. Si je suis chanceuse, j'ai 70% à survivre. 11 mois de traitement. Ce fut les mois les plus encadrés de ma vie, mais aussi les plus seuls. Je suis une femme d'affaires, je suis une leader, je vais faire ça comme une grande fille. Je vais être forte pour tout le monde. Mais mon regard est comme un chien dans un jeu de filles. Je vais possiblement perdre ma vie, la vie que je viens de vivre, je vais mourir et ce sera la fin de Carole L'Espérance. À tous les jours, c'est un tsunami dans mon âme. Tous les gens ont peur du mot cancer. Le cancer veut dire mort. Souvent, les gens nous fuient.
Dans une salle de chimiothérapie, personne ne se regarde, personne ne se parle. Dans les salles d'attente pour les examens, nous sommes comme un enfant perdu dans un centre d'achat au bureau de la sécurité qui attend sa mère. On est perdu. Les professionnels de la santé nous parlent, nous soignent. Ils savent comment une malade se sent physiquement, mais ils ne savent pas ce qui se passe en dedans, dans notre cœur. 9 mois plus tard, on m'annonce que ce sera Dr. Israël Fortin qui sera mon radio-oncologue. Je fais des recherches et j'apprends que lui, il comprend les femmes. Enfin, un homme qui reconnaît les besoins d'une patiente qui souffre d'un cancer, qui a besoin de parler à une autre femme et qui a surtout besoin de parler à une femme qui a souffert d'un cancer. Moi, la grande fille, je vais m'enregistrer et offrir mes services. Je vais faire partie de la solution, on va sauver la vie, je vais remettre au prochain. Mais moi, ben non, je n'ai pas besoin de personne. Je suis une personne forte. Mais en fait, je suis faible. Je suis abattue par les traitements et j'ai le regard d'un chevreuil sur l'autoroute qui rencontre les phares d'une voiture devant lui. Bon, on m'assigne Ginette Bourbonnais. Je suis incapable de démarrer la conversation puisque je n'ai pas besoin d'aide, évidemment. Ginette prend le volant et commence à parler de sa maladie, traitement, mais surtout l'aspect psychologique, le cheminement personnel, les amis, la famille, les gens qui nous jugent. Elle a compris dès le début qu'est-ce que j'avais de besoin sans dire vraiment beaucoup de choses à elle. Oh my God, c'était comme si quelqu'un avait pesé sur un bouton de l'ascenseur et les portes se sont ouvertes. Une bondée de choses à lui dire. Finalement, j'apprends que je suis normale. Ce que je ressens est normal. C'est que la maladie est devenue notre normal. Mais c'est de vivre une peur constante. Moi, la grande fille, qui n'avait pas besoin de personne, évidemment. Ma Ginette, mon ange gardien, a su attribuer des mots à mes émotions. Elle est généreuse, humble, réconfortante. Même jusqu'à récemment, je me sentais pas vite, faible. Les gens me laissent aller puisque maintenant mon cancer est mort. Je me sens comme un dauphin échoué sur le bord de la mer qui essaie de retrouver son chemin et de reprendre sa vie et de faire comme les autres, vivre sa vie comme les autres. Mais je dois être forte. Alors, Ginette me dit, mais non, Carole, tu ne sembles pas comprendre. Tu viens de vivre un grand traumatisme depuis plus d'1 an. Tu es normale. Comment ai-je pu vivre sans ma Ginette? Pourquoi ne m'avais-je jamais parlé qu'il existait un Israël et une Ginette avant? Encore il y a 2 semaines, je me retrouve dans la salle d'attente pour ma mammographie post-traitement. Je suis seule et je me mets à regarder autour de moi les pamphlets, les vidéos, les murs. Je me sens soudainement transportée comme dans un conte de lumière style Star Trek et je me revois en novembre 2019 et je ressens les mêmes émotions de désespoir. Raconter ça à mon mari, oubliez ça, tu as vu une lumière? Tu me parles de quoi? Tu t'es évanouie, tu as vu une lumière? Mais ma Ginette, elle a compris. Elle me dit, ben voyons, Carole, j'ai vécu la même chose. C'est normal. Une chance que j'ai une Ginette. J'ai hâte d'être une Ginette à mon tour. Merci du fond du cœur, hein, Carole. Bravo. Et puis merci à tous. Hein. Vraiment, bravo. Là, c'est vraiment tout. Ouais, il faut avoir beaucoup de courage là pour pouvoir témoigner. Absolument. Donc, un grand, grand, grand merci. Et on a quand même réussi à tenir dans notre temps aussi. Vous avez vu ça à 8. On avait dit jusqu'à 45, on a réussi. Donc, je vais te laisser, Lise, peut-être voir un peu comment tu veux animer ça. Oui, absolument. Alors, merci beaucoup. J'aimerais vous dire un grand merci au nom de tous les participants pour ces belles explications et ces beaux témoignages. Si nous avions été en présentiel, je suis certaine qu'on vous aurait donné une ovation debout, ce qui est la tradition au Centre de recherche du CHUM. Alors, bravo à tous et à toutes. Alors, il y a déjà j'invite les gens à formuler des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le chat ou le clavardage. Il y a aussi quelques questions qui sont dans le Q&A. Je vous invite à mettre dans le Q&A et je vais essayer de faire le suivi.
Dans un premier temps, pour les gens qui ont présenté les remerciements et les témoignages, tout le monde vous félicite et donc des félicitations fusent de part et d'autre. Mais je me permets de poser une question qui est apparue tôt dans la présentation, qui est formulée par Manon Chouanière, qui est chercheur au Centre de recherche du CHUM. Et elle avait deux questions. Donc, la première, c'est qu'au CHUM, elle se demandait pourquoi la coordonnatrice de recherche faisait le retour vers l'équipe clinique plutôt que la patiente accompagnatrice. Et vous l'avez évoqué aussi là, quand vous parlez là, de tous les enjeux juridiques. Est-ce que les patientes accompagnatrices sont rémunérées? Et je présume que c'était pour le CHUM, mais on peut peut-être parler plus largement quelles sont les réflexions qui sont là. Alors, Marie-Pascale, à toi de déterminer qui devrait intervenir. Je vais commencer, puis après, je laisserai peut-être la parole à Monica pour le CHUM. Tout d'abord, effectivement, le retour vers les équipes, il y a plusieurs façons de faire et ça dépend beaucoup des établissements. Comme vous avez vu avec Madeleine, elle a carrément, elle, vraiment un document qui est reconnu par le CHU de Québec, Université Laval, qui lui permet vraiment de redonner de l'information très, très, très pertinente pour l'équipe. Dans d'autres endroits, nous n'avons pas eu cette chance-là, donc nous passons par ce fameux journal de bord qui est plus un outil de recherche qui a été conçu pour notre recueil de données. C'est pour ça que c'est pas mal Monica qui fait ce retour parce qu'il n'y a pas de place directe pour pouvoir le faire. Toutefois, ce retour se fait aussi par l'intermédiaire des séances de communautés de pratique où il y a des ajustements qui se font régulièrement. Et il y a aussi la possibilité que les patientes accompagnatrices prennent contact avec les professionnels de la santé quand ils le souhaitent. Là, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je vais laisser Monica, Claire et Israël peut-être rebondir là-dessus. Et puis, pour la rémunération, dans le cadre de ce projet, il avait été décidé qu'il n'y avait pas de rémunération. Donc, effectivement, toutes les patientes accompagnatrices qui travaillent avec nous ou les patients accompagnateurs, parce qu'on a aussi le cancer de la thyroïde et aussi d'autres cancers qui commencent là aussi de l'Est de Montréal. Pour l'instant, c'est sous forme de bénévoles. Ce que l'on souhaiterait en tout cas, c'est d'avoir des personnes qui coordonnent, qui soient des patients, des anciens patients qui puissent faire ce travail. Et après, on pourrait voir comment ça évolue. Puis ça, c'est aussi l'objet de projets de recherche futurs pour voir un peu qu'est-ce que ça entraîne de fait d'être rémunéré ou non rémunéré. Donc, Monica, Israël et Claire, je vous laisse la parole. Qui veut commencer? En fait, je peux dire un petit mot sur, en fait, pour la communication, la rétroaction après un accompagnement de la part d'une patiente accompagnatrice, comment ça fonctionne, nous, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Monica nous demande toujours la façon dont on préférerait avoir cette communication. Donc, est-ce qu'on désire avoir la rétroaction sous forme de tableau de bord? Et lorsqu'on en a une, puis qu'on désire aller plus loin dans une discussion avec la patiente accompagnatrice, c'est via Monica qu'on voit qui a accompagné la patiente. Et à ce moment-là, c'est le clinicien qui va contacter la patiente accompagnatrice pour avoir de plus amples informations, d'avoir un contact, une communication verbale avec elle. Donc, c'est la façon dont nous fonctionnons au CIUS de l'Est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais il peut y avoir diverses façons, je pense, là, gagnantes de fonctionner. Exactement. Oui. Allez-y, Claire. En fait, je pouvais juste ajouter que pour nous, au niveau des communications qui se font avec la patiente partenaire, là, les demandes, moi, chez nous, ils peuvent arriver un peu de partout. Les gens, nous, des fois, téléphonent, puis c'est moi qui réponds avec en tout cas, on avait le service Réseau Rose. Là, il y avait des gens un peu de partout qui téléphonaient pour avoir un peu d'informations. Puis quand je sens des gens que je vois qui auraient besoin de s'identifier un peu à leur expérience, avoir une autre expérience patient. À ce moment-là, soit qu'ils sont référés directement, nous, à Madeleine, à notre patiente partenaire, ou que ça peut être un chirurgien. La patiente sort directement avec un diagnostic, soit avec le chirurgien, le médecin, elle va être dirigée directement, ou lors des divulgations aussi des résultats, quand les gens vont sortir porteurs d'une anomalie génétique, souvent, on va leur offrir le service, puis les gens vont le prendre. C'est pour ça qu'il y a différents endroits dans le processus où les gens peuvent avoir accès à ce service-là. Puis, je trouve que c'est enrichissant autant pour, je trouve que pour l'équipe de soins, nous, c'est un plus d'avoir cette patiente partenaire-là qui
comment je dirais ça, qui permet l'entrée, je pense, plus facile là, pour nos patients. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Exactement. En fait, pour compléter un peu ce que Dr. Fortin a dit, effectivement, pour tout ce qui est urgence, les patientes accompagnatrices préfèrent passer par moi pour ne pas que ça se dissipe un peu dans tous les sens. Et vu que j'ai la base de données de toutes les patientes, on est déjà à 300 patients, donc il faut tout bien garder. Et puis, c'est sûr que les patientes accompagnatrices, elles connaissent leurs patientes, mais pas toutes les autres patientes accompagnées par d'autres patientes accompagnatrices. Donc, c'est ça, en cas d'urgence, elles s'en viennent vers moi et moi, je contacte soit Dr. Fortin pour HMR ou ses collègues, soit au CHUM, ma grande complice, c'est Jenny Bernier qui est toujours là présente. Elle distribue en fait après auprès du médecin de la patiente s'il y a un besoin particulier. Donc, c'est un peu ça. Je peux peut-être juste mentionner à nouveau, je vous invite les personnes qui ont présenté à regarder à la fois le clavardage et le Q&A. Il y a des félicitations pour les belles présentations et des remerciements de partager toute l'énergie et tout le travail qui a été fait. Il n'y a pas d'autres questions spécifiques, donc je vais me permettre de me donner une question et je vais rebondir sur un commentaire qui a été fait par Madame L'Espérance. Je vois que dans l'échantillon, vous avez essentiellement des femmes. Il y a quelques hommes là, qui ont fait partie de ce projet-là et vous êtes en train d'ouvrir aux hommes ce type d'intervention. Est-ce qu'il y a des aménagements spécifiques à faire pour les hommes, à savoir qu'au lieu de parler d'échanges et de discussions qui auraient possiblement lieu, d'imaginer de participer à des activités spécifiques, je ne sais pas, de faire des activités plutôt que de partager des marches, faire parler un homme sur ses émotions, sur ce qui est vécu, c'est peut-être pas la même chose que d'échanger avec une femme. Donc, peut-être entendre Marie-Pascale ou les autres intervenants sur cet enjeu-là. C'est une très bonne question. Merci beaucoup, Lise. Donc, nous, on a débuté, mais vraiment, c'est le tout début sur la trajectoire du cancer de la thyroïde au CHUM. Et pour l'instant, on n'a pas vu d'enjeu particulier ou d'aménagement particulier de suivi pour les hommes. Mais comme je te dis, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir vraiment dire s'il faudrait en avoir. Par contre, j'ai participé il y a 1 an et demi à un colloque qui était vraiment particulier, qui se focalisait plus particulièrement sur le soutien par les pairs, qui est le groupe de recherche en France qui s'appelle Expert. Et j'ai eu la chance de participer à une présentation sur le cancer, par exemple, de la prostate. Et pour le soutien par les pairs, c'était très clair que ça passait beaucoup par l'exercice physique, donc des activités de marche, des activités sportives, etc. Puis que c'était à l'occasion de ces activités qu'il y avait beaucoup d'échanges qui se faisaient alors de façon beaucoup plus intime entre les hommes qu'effectivement via le téléphone. Donc, c'est vraiment à creuser, puis à réfléchir et à avoir en tête pour, effectivement, quand on va penser à amener cette même intervention dans d'autres domaines, pour voir comment on peut y répondre de façon la plus authentique et la plus adaptée en fonction des personnes. Israël, tu veux peut-être te répondre? En fait, je suis d'accord que les différences entre les moyens d'interaction, je pense, qui vont toucher les patientes versus qui vont toucher des patients sont peut-être un peu différentes. On a 2 patients accompagnateurs qui vont être en formation là, pour des trajectoires de digestif et de cancer ORL. Donc, ça va être intéressant de voir est-ce qu'il y a aussi une différence par l'approche de patients accompagnateurs et non pas de patientes accompagnatrices. Mais c'est sûr que dans un contexte COVID, on est tous un petit peu limités par les façons de communiquer, mais c'est vraiment des voies très intéressantes à étudier là, dans le futur parce que je suis persuadée que
de rentrer en contact avec des patients hommes de façon optimale, on doit adapter notre intervention. Excellent. Et il nous reste juste quelques minutes. Et je peux peut-être, on est au centre de recherche du CHUM et on voit que ce très beau projet a émergé au moins en partie à cause d'un projet de recherche. Est-ce que finalement, quel est votre prochain projet de recherche pour continuer cette belle démarche? Je comprends que ce projet-là n'est pas fini, mais quels sont les enjeux de recherche qui doivent être abordés dans les prochains mois, les prochaines années? Et peut-être qu'il y a des gens qui voudront faire équipe avec vous là, pour faire grandir ces approches. Alors, peut-être un brainstorming sur où faut-il aller de façon prioritaire en recherche. Merci aussi, hein, c'est vraiment une excellente question. C'est sûr qu'on aimerait bien continuer, parce que je l'avais dit, hein, dans un des objectifs, le numéro 5, c'était plus de regarder un peu les différentes dimensions qui étaient sensibles à l'intervention des patients accompagnateurs. Et là, on aimerait vraiment pouvoir avoir des devis de recherche qui soient un tout petit peu plus complexes. Là. Donc, on aimerait éventuellement faire des essais pragmatiques randomisés pour vraiment être capable de pouvoir mesurer. On a commencé à faire ça déjà à la clinique de la main au CHUM, là, où vraiment on suit les patients qui ont eu des traumatismes de la main et on les tire au sort pour savoir ceux qui vont recevoir le patient accompagnateur ou pas. Et je pense que ça serait très intéressant de regarder cette dimension-là. Il y en a une deuxième, évidemment, c'est tout l'impact de la rémunération. Est-ce que le fait d'être rémunéré, ça modifie ou pas quelque chose? Donc, ça serait vraiment intéressant de regarder ce type de données. Ce que tu as dit aussi donc, sur le problème de savoir entre les hommes et les femmes, est-ce qu'on voit des choses différentes? On travaille avec le CIUS de l'Est de Montréal aussi sur tout le côté culturel. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de patientes accompagnatrices venant de différents backgrounds, pays et autres, avec différentes langues et autres. Et puis ça aussi, ça nous permet d'avoir accès à des comportements différents sur l'accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Puis il y a tout le côté éthique et juridique, qui est vraiment un énorme champ, qui a été très, très, très peu investi. Donc là, c'est vraiment important de continuer à travailler sur ces enjeux et de les concevoir vraiment d'une façon intégrée dans toutes les interventions que l'on fait parce que ça nous donne un éclairage et ça nous permet aussi de vraiment bonifier beaucoup le travail. Et ce que je vois aussi, c'est tout le travail interdisciplinaire et de l'intégration du patient dans l'équipe clinique, qui est vraiment notre grand objectif. Puis ça, c'est ce que Israël et Claire ont très bien mentionné en disant que pour eux, c'était essentiel d'arriver là. Mais ce n'est pas si simple que ça d'y arriver. Puis là aussi, il y a encore des enjeux éthiques et juridiques à regarder. Donc, tout le côté interdisciplinaire, puis ça, j'y crois vraiment beaucoup. Je pense souvent les patients sont les catalyseurs de l'équipe interdisciplinaire. C'est eux qui amènent les gens autour de la table, donc qui obligent les gens à se mettre autour de la table parfois même, pour regarder justement en fonction du projet de vie de la personne, finalement, comment chacun peut y contribuer et faire en sorte que la personne vive finalement une expérience de soins qui soit la plus optimale. Donc voilà, quelques exemples là, de projets, mais il y en aurait bien d'autres aussi à citer. Excellent. Alors, il est maintenant 13 heures. Alors, il me reste le très grand plaisir de vous dire merci. Et je le dirai autant de fois merci, 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 merci pour le dire à chacune des personnes qui a contribué à cette séance. Je vous rappelle, Marie-Pascale a indiqué que les gens pouvaient communiquer avec elle pour avoir des résultats de recherche à pascal.pomé@montréal.ca d'une part. Et je vous rappelle que la présentation a été enregistrée et dans les prochains jours, elle sera affichée sur la page YouTube du Centre de recherche du CHUM si vous avez envie de l'écouter à nouveau ou encore de le partager avec des collaborateurs et des collaboratrices. Alors, sur ce, merci, bonne fin de journée et bon week-end à tous. Merci. Merci au beaucoup. revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.